Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur Raya et le dernier dragon, le dernier film des studios d'animation Walt Disney, sorti directement sur Disney+, je crois la semaine dernière, fin de semaine dernière, et j'avoue que ce film, je l'attendais beaucoup, allez je l'attendais quand même, ouais, c'est vrai que j'avais vu la bande-annonce, j'étais assez hypé, et puis le résultat c'est la douche froide, en tout cas me concernant, et on va en parler dans cette vidéo parce que pour moi, dans ce dessin animé, il y a énormément de problèmes. Hé, t'es un bébé. Où sont tes parents? À qui appartient ce bébé? Quoi? Alors pourquoi pas évidemment toujours ce postulat de départ qui est en fait la quête initiatique, donc cette fameuse quête initiatique qui va donc se dérouler dans un royaume imaginaire de l'Asie du Sud-Est. Et donc en fait le postulat de départ est plutôt original puisque les pays sont placés autour d'une rivière en forme de dragon et chacun représente en gros une partie du corps de l'animal mythique. Donc tout ça est plutôt engageant et plutôt sympa, c'est plutôt original, mais le problème c'est que t'as quand même l'impression dans Raya et le dernier dragon qu'on te fait justement un petit peu le coup de la quête initiatique. On se dit, bon, de toute façon, la quête initiatique, ça marche tout le temps, le voyage du héros, que ce soit dans Star Wars, que ce soit dans Avatar, que ce soit dans tous les grands films mythologiques comme ça, on te fait le coup de la quête initiatique. Donc, à la limite, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de développer parce que de toute façon, par essence, la quête initiatique marche. Sauf que là, le problème, c'est qu'on voit trop les gros soucis de développement et on voit que, malheureusement, dans Raya le dernier dragon, il n'y a pas beaucoup de développement, mais alors à tous les niveaux, que ce soit sur l'univers, que ce soit aussi sur les personnages. Et le problème de ce dessin animé, c'est que ça va s'attarder sur des péripéties, mais totalement inutiles, et puis bâcler des choses où on aurait voulu vraiment beaucoup de développement, notamment sur la mise en contexte de l'univers, parce que, bon, on te dépeint quand même 5 pays différents, 5 royaumes différents, etc. Donc ça amène normalement énormément de développement, je sais pas, sur les peuplades, sur les gens, sur les coutumes, etc. Tout ça est bâclé totalement. La mise en bouche, j'ai envie de te dire, allez, au début, est plutôt sympathique, à base de dessins explicatifs et tout ça. Faut quand même pas oublier qu'on est dans un film pour enfants, donc c'est plutôt sympa. Mais le problème, c'est qu'après, on rentre très vite dans l'aventure, tout de suite dans les péripéties, mais sans qu'on ait eu le temps de prendre nos marques en fait dans ce nouvel univers. Et on a quand même l'impression ta gueule c'est magique quoi, tu vois, genre de toute façon c'est comme ça, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, tu vois. Mais la force des grands récits initiatiques, c'est qu'ils arrivent à rendre extrêmement crédible quelque chose qui normalement n'est pas vraiment palpable. C'est ça aussi la force quoi. Et là je trouve que Raya n'y arrive quasiment jamais. Alors au rayon quand même des choses bien, parce qu'après je vais revenir sur les choses qui vont pas, au rayon quand même des choses très bien, c'est que graphiquement, c'est magnifique. Voilà, tout simplement, je crois que même, c'est peut-être une des plus belles productions des studios Disney, franchement, disons-le. C'est extrêmement beau, il y a un souci du détail sur les visages, sur les environnements. On sent que les mecs, il y a vraiment du boulot, il y a vraiment du budget, et très sincèrement, c'est hyper bluffant. Je veux dire, même quand tu le regardes sur Disney+, bon, ok, avec une bonne télé 4K, etc., c'est encore mieux, mais pourtant, tu le regardes pas en Blu-ray, tu le regardes même pas en salle, et très franchement, ça fait vraiment son petit effet, quoi. À tous les niveaux, graphiquement, c'est impeccable, et c'est pour ça que moi, j'étais d'ailleurs très hypé par la bande-annonce, parce que ce que je voyais, ça donnait vraiment envie. Mais le souci, c'est que sur le fond, ça ne tient pas, pour moi, en tout cas. Alors après, au niveau des personnages, là, ça commence vraiment à pêcher, quoi. On va commencer évidemment par Raya, donc le personnage principal. Alors, Raya qui est plutôt intéressante au départ parce que, bon allez, c'est une jeune fille qui est plutôt pessimiste sur le monde qui l'entoure, etc. Donc ça aurait pu constituer quelque chose de très intéressant. Mais seulement le problème, c'est qu'on se retrouve avec tellement d'acolytes à ses côtés, tellement de personnages qu'on a envie de développer, et bien finalement qu'on bâcle en fait le personnage de Raya. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un personnage qui, pour moi, est dénué d'âme. Voilà, très clairement, par rapport, je sais pas, aux autres princesses Disney, quoi. On a envie, si tu veux, là, de faire un espèce de personnage objet, de personnage prétexte, en fait, pour aller d'un point A au point B, puisque finalement, on est dans une quête initiatique. Et donc, je trouve qu'on n'a aucune âme, quelque chose qui ne la rend... Il n'y a pas une chose qui la rend attachante, Raya, moi je suis désolé. Ça manque de profondeur, ça manque d'âme, ça manque de sympathie, et peut-être aussi, quand même, va falloir à un moment parler de ces problèmes-là, la faute à un espèce de cahier des charges, surtout maintenant en 2021, où finalement les jeunes femmes héroïnes, ça doit être des petits mecs, voilà. Et donc ça pose un gros problème. Et je vais vous comparer par exemple deux autres dessins animés, deux autres princesses Disney, qui s'inscrivent dans une mouvance féministe, donc c'est pas là le féminisme que je critique,
mais c'est la façon de comment on va l'exploiter. Et là, le problème, c'est que si tu vois bien, par exemple, que dans La Reine des Neiges ou dans Réponse, on s'inscrit dans cette mouvance féministe puisque ce sont des personnages qui doivent s'émanciper. Par exemple, Réponse, elle veut s'émanciper. Par exemple, dans La Reine des Neiges, c'est encore aussi autre chose, mais il y a pareil une volonté d'émancipation totale. Mais on ne transforme pas ces deux personnages féminins en mecs, en petits bonshommes qui vont aller se battre, qui vont aller foutre des tatanes et tout ça. Moi, je suis pas contre ça, mais tout dépend de ce que tu vas y apporter en plus, de comment tu vas agrémenter ton personnage. Le truc de La Reine des Neiges et de Réponse, c'est que ce sont des filles plus ou moins badass, c'est elles qui mènent la danse, mais elles restent des nanas, quoi. Je veux dire, on n'essaye pas de les transformer en mecs. Et le problème de Raya, ce personnage, c'est que on essaye tout le temps, mais tout le temps, de les transformer en mecs. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression au bout d'un moment que Raya, c'était un mec avec des cheveux longs, quoi. Voilà, tout simplement. Quand c'est dans un délire à la Mulan, là, c'est totalement justifié, puisque c'est une fille qui essaye de se faire passer pour un mec, donc là, il n'y a aucun problème. Et au contraire, ça amène beaucoup de rebondissements et de péripéties, ça amène de l'âme, ça amène du cœur. Mais là, le problème dans Raya, c'est que ça amène absolument rien. Tu sens que c'est vraiment le truc qui doit répondre aux attentes du moment. Genre, ouais, tu sais, maintenant, les nanas, on doit les mettre tellement badass qu'en fait, elles doivent être comme des mecs. Ah, c'est ça le féminisme? Bah dis donc, je sais pas, moi je le voyais pas vraiment comme ça. Donc si tu veux, tout ça n'est pas très intéressant et donc du coup, bah, le personnage manque totalement de profondeur et puis surtout manque totalement de cœur. On n'a pas envie de s'attacher à ce personnage-là, mais vraiment quoi. Mais d'ailleurs, c'est pas le seul personnage à qui on n'a pas envie de s'attacher en fait. Vous allez me suivre, toi et la pierre de dragon. Mon épée me dit qu'elle est pas d'accord. Pareil, au rayon des personnages insipides, alors que ça aurait dû constituer quand même quelque chose de très fort, c'est l'antagoniste. L'antagoniste est complètement raté, foiré, cette espèce de nana traître au départ. Alors là, on se dit, ah, il va y avoir des choses intéressantes, parce que si déjà ça commence comme ça au bout de 5 minutes, ça peut être intéressant, la traîtrise, etc. Alors je suis désolé, je vais spoiler totalement dans toute cette critique. Donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir sur Disney+, et vous retournez voir la vidéo, parce que je spoil partout. Donc cette histoire d'antagoniste qui est plutôt intéressant, parce qu'il y a une trahison dès le départ, etc. Donc on se dit, ah bah dis donc, si tout le film est mené comme ça, avec trahison sur trahison, etc., etc., bon, allez, on l'a un peu vu 1 milliard de fois, mais ça dépend comment c'est mené. Mais le problème, c'est que t'as même pas ça. Tout simplement parce que la relation de cet antagoniste qu'elle a avec sa mère, donc qui finalement la manipule, etc., bah c'est tellement peu développé, il y a tellement peu de développement sur ce personnage, qu'à la limite, tu t'en fous complètement. C'est-à-dire que normalement, un antagoniste digne de ce nom dans une quête initiatique, c'est vraiment le personnage qui empêche à tous les niveaux le personnage principal d'arriver au but, parce que c'est ça. Et là, le problème, c'est que cet antagoniste, tu t'en fous complètement. Alors, il pop des fois de temps en temps à certaines scènes, il est là, paf, 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 et puis ça s'arrête là, quoi. Voilà, c'est tout. Et tu n'as pas plus de développement que ça, quoi. Et puis alors, le côté, on n'est pas amis, on est amis, puis finalement on n'est pas amis, puis on redevient amis, etc. Bon, c'est d'une lourdeur sans nom. C'est-à-dire que tu as vraiment cette impression que, bah, quelque part, oui, il y a vraiment une maladresse totale dans le script et de comment, en fait, on rend cet antagoniste intéressant, suffisamment percutant, passionnant, qui empêche le héros principal de mener sa quête. Bah là, s'il n'y a pas l'antagoniste, on s'en fout, c'est exactement pareil, quoi. Alors après, le film est sous influence, très clairement. Le film est sous influence, le film pompe absolument partout. Ça va pomper Mad Max, dans les décors un petit peu désertiques, monde apocalyptique. Ça va pomper la menace fantôme, Star Wars. J'ai cru à certains moments qu'on était dans la course de Podracer, voilà, sur Tatooine. Bon, t'as quasiment presque des fois les mêmes plans, les mêmes travelling, les mêmes travelling en vue subjective. C'est quand même assez abusé. Ça va pomper évidemment aussi Avatar, avec toutes ces histoires de trucs fluo. Ça va évidemment surfer aussi sur Mulan, mais évidemment sans en atteindre le cœur, sans en atteindre la richesse, parce que c'est bien d'être sous influence. C'est bien de prendre par-ci, par-là, j'ai adoré ce film, j'ai adoré ce truc, tiens, je vais le remettre là-dedans. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu mettes du cœur dans ton histoire. Par exemple, on a reproché à James Cameron de pomper Pocahontas. Soit, peut-être, mais en attendant, dans son histoire de Pocahontas, il y met du cœur, il y met de lui, il y met de l'émotion, il y met ses tripes, c'est ça le principal. Peu importe que tu sois sous influence, parce que quasiment tout a été fait, mais y de toi, là on a vraiment l'impression d'une retenue totale. Alors soit de la part des réals, soit de la part des scénaristes qui ne veulent pas trop en dévoiler en termes d'émotion, et c'est dommage. Raya, c'est un film qui est en retenue, en fait, totale, tout le temps. T'attends de l'émotion, t'attends des choses, et c'est très très plat quoi à ce niveau-là.
ça manque vraiment de cœur et d'âme, quoi. Nous avons vraiment besoin de vous. Je vais être honnête avec toi, je suis pas comme qui dirait le meilleur des dragons, mais tu connais le travail de groupe avec ce camarade de classe qui n'en fiche pas une et qui à l'arrivée obtient la même note que toi. Alors pareil, pour ce qui aurait pu constituer voilà, une des grosses réussites du film, c'est le fameux dragon Sisu là, c'est totalement raté. C'est totalement raté parce que là, une fois de plus, film sous influence, on a envie de faire Aladdin bis. Avec le génie, en tout cas au départ. Parce que quand il arrive, le dragon, avec ses punchlines à la seconde, on se dit, oh là là, ça y est, c'est Aladdin, mélangé un peu au dragon Mouchou, tu sais, dans Mulan. Bon, et le problème, c'est que ça ne marche absolument pas. C'est-à-dire que si tu revois Aladdin, si tu revois le génie, même à l'époque, le génie, il sortait une punchline à la seconde. Et à chaque punchline, t'étais mort de rire. C'est-à-dire, t'avais même pas le temps de rigoler. T'en avais une qui s'enchaînait derrière. Bon, et puis aussi, t'avais comme doubleur en VO Robin Williams et Richard Darbois en VF. Donc peut-être qu'aussi, ça changeait un petit peu la donne. Mais le personnage était super bien écrit. Là, le problème, c'est que ce dragon, ça ne fait pas rire. Toutes les blagues tombent à plat. C'est une catastrophe. T'es là, t'es même presque gêné. Tu te dis, oh là là, non mais arrêtez, quoi. C'est bon. Bon, vous êtes pas drôle. C'est pas grave. Mais arrêtez de vouloir être drôle. Parce que ça ne sert à rien. Je veux dire, au bout de 2 minutes de blagues pas drôles, t'as envie de leur dire non mais arrête avec ce personnage parce que ça marche pas, t'as envie de faire le génie mais ça ne fonctionne pas. Le doublage évidemment en VF pour moi est une cata, je crois que c'est Géraldine Nakache, ça marche pas du tout, mais vraiment pas du tout. Voilà, ce personnage aurait pu vraiment être, je dirais, un des gros intérêts du film et ça malheureusement pour moi aussi ça tombe totalement par terre. Bon alors après je passe sur tous les trucs sortis de chapeau, les situations un peu sorties de nulle part en mode bon tais-toi c'est magique, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, mais c'est comme ça. Voilà, allez hop. Bon, je vais pas m'attarder sur toutes les péripéties du film. Je trouve que elles sont pas assez passionnantes pour que je m'attarde dessus, très sincèrement. Voilà, s'attarder, je sais pas moi, sur le dragon qui prend des trucs à crédit, etc. dans le marché. Enfin bon, c'est pas drôle. Ça ralentit l'histoire, ça ralentit l'intrigue. Tu t'en fous. Heureusement, il reste quand même. Voilà, un plaisir pour les yeux. Raya, c'est ça, quoi. Mais il va manquer aussi une chose primordiale. Moi, je suis désolé, c'est les chansons. Parce que, voilà, tout le monde dit, ah, c'est cool, il n'y a pas de chansons, etc. Tu sais, comme si, voilà, on se disait que, finalement, les chansons, ça plombe les Disney. Bah, moi, c'est tout l'inverse, en fait. Voilà, pour vous dire la vérité. Moi, j'aime énormément de films des studios Disney, que ce soit dans les années 30, que ce soit dans les années 40, que ce soit dans les années 50, 60, 70, tout ce que tu veux, tu peux m'en filer, mais à la pelle, je me régale à chaque fois. Aussi, parce qu'il y a des chansons. Ça fait partie de l'ADN de Disney, ça donne du rythme, ça donne du cœur, ça donne énormément de choses, ça donne du relief en fait. Et puis c'est quasiment comme un code en fait, comme un code. C'est-à-dire qu'en fait, les studios Disney quand ils pensent, en tout cas quand ils pensaient leur dessin animé, ils le pensaient avec des chansons, ils ne le pensaient pas de la même façon qu'un live action par exemple. Voilà, on ne peut pas faire exactement la même chose, donc on rajoute les chansons, qui rajoutent des choses. Par exemple, si je prends Réponse, si je prends La Reine des Neiges, alors ça c'est très récent et c'est vrai qu'on nous a un peu gavé avec toutes ces chansons à répétition, mais il n'empêche qu'elles donnent du rythme, elles donnent réellement de l'émotion, elles donnent du cœur aussi ces chansons. Et là le problème, c'est que quand les studios Disney commencent à enlever les chansons de leur long métrage, je rappelle quand même que dans Vaiana, il y en avait, parce que tout le monde compare à Vaiana, et ils sont tous en train de dire « Ouais, Vaiana, c'était vachement mieux, etc. » Bah oui, c'était mieux d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue peut-être même de réalisation par rapport à Raya, mais il y avait ce petit plus aussi, il y avait ce petit plus des chansons aussi dans Vaiana. Et donc, si on se plonge par exemple dans les années 60-70 par rapport au studio Disney, je peux vous dire que toutes les chansons, elles sont extraordinaires. Voilà, tout simplement. Les gens ne se rappellent plus Le Livre de la Jungle, les gens ne se rappellent plus Pinocchio, les gens ne se rappellent plus les Aristochats, même au début des années 80 où ils ont commencé à vouloir enlever des chansons. Bah, comme par hasard, ça a commencé à se planter. J'en veux pour preuve également les années 2000 par rapport au studio Disney, où là ils ont commencé à se la raconter, à se la jouer, ouais vas-y c'est bon on enlève les chansons, c'est relou, c'est ringard, c'est je sais pas quoi, et bah d'un seul coup, une chute vertigineuse. Alors évidemment ce n'est pas dû qu'au manque de chansons, parce qu'il faut quand même bien comprendre que Atlantide, l'Empire perdu, ou par exemple la planète au trésor, que moi j'adore, hein, vraiment j'aime beaucoup ces dessins animés, il y a peut-être aussi un problème d'inaccessibilité par rapport aux enfants, hein, ça je le dis pas, c'est pas juste par rapport à un manque de chansons, mais on voit bien que pendant toute une décennie, les studios Disney ont enlevé les chansons de leurs films, et puis d'un seul coup en 2009, ils mettent La Princesse et la Grenouille, voilà, supervisé je crois par John Lasseter également, et puis d'un seul coup, même par hasard, voilà, ça remonte. Hop, ça remonte au box-office, comme par hasard. On te remet une princesse, on te remet, mais attention, pas une princesse, cruche, etc. Voilà, on te remet un personnage de princesse, on te remet des chansons, et d'un seul coup, ça y est, c'est reparti.
comme par hasard. C'est vrai, il y a un moment donné, et moi je me rappelle que pendant cette décennie, je le disais, c'est-à-dire je disais, peut-être que les studios Disney, parce qu'on voyait évidemment la chute des studios Disney et la montée en force de Pixar, qui eux n'avaient pas de chansons, mais après tout, Pixar c'est une formule qui fonctionne sans chanson et ça fonctionne très très bien comme ça. Voilà, il faut qu'il reste comme ça, je pense. C'est très très rare les Pixar quand même où il y avait des chansons. Eh bien, on voit bien que les studios Disney, eux, en ont besoin. C'est dans leur truc, c'est dans leur ADN, il faut. Et quand ils en ont remis, et bien comme par hasard, c'est remonté au box-office. Alors ce n'est pas que ça, c'est aussi choisir les bons sujets, c'est aussi faire non pas un film qui va surfer sur des cahiers des charges, sur les attentes du moment, mais c'est des fois des films un peu intemporels qui ne s'inscrivent pas dans une demande sociétale du moment. C'est ce qui fait que des fois, c'est ce qui fait que souvent même, les films d'animation Disney fonctionnent. Réponse, ça s'inscrivait dans rien du tout. Même La Reine des Neiges, ça s'inscrivait dans rien du tout. Ce sont des films intemporels. Mais quand tu as des films qui veulent absolument surfer sur les choses, etc., alors c'est des films qu'on va voir, c'est des films qui correspondent à une époque, mais c'est des films qui ne rentrent pas dans la légende. Alors, pas par une question de manque de chansons, mais c'est parce qu'ils veulent trop surfer sur la mode du moment. Et ça, en général, ça ne fonctionne pas. Et je fais mon pari que Raya ne restera pas vraiment dans les annales des studios Disney, très franchement. La Reine des Neiges, oui, réponse oui, tout ce que tu veux, enfin en tout cas dans les choses récentes. Je vais pas remonter aux années 70, 60, 50 et 40, mais il y a un moment donné, il faut bien se rendre compte des Disney qui sont restés légendaires, qui sont vraiment rentrés dans la légende, et puis ceux qu'on a totalement oubliés, quoi, qui sont oubliables, en tout cas auprès du grand public. Voilà, c'est ça dont je parle. Le grand public se souvient des chansons du génie, se souvient de La Belle et la Bête, se souvient même de Blanche-Neige, oui, même t'as des mômes de maintenant qui regardent Blanche-Neige alors qu'il date de 1939 et ils adorent, voilà, ça c'est comme ça, tu as des films qui traversent le temps, mais parce que ils ont pas, voilà, surfé sur une mode du moment ou je sais pas quoi, c'est des films qui s'inscrivent dans un truc totalement intemporel et donc ça traverse comme ça les décennies sans que tu t'en rendes compte, voilà, et puis ça reste dans la légende. Raya, honnêtement, j'y crois pas 2 secondes, donc c'est dommage aussi ce manque de chansons. Je ne dis pas que le film aurait été vraiment meilleur en fait, parce que je pense qu'il y a vraiment un problème de développement de personnages, pas de réal, mais vraiment scénaristique là, pour le coup. Mais disons que, allez, ça aurait apporté un petit plus non négligeable, un petit plus sympa, mais voilà, qu'ils ont préféré occulter. Et je prends le pari que si les studios Disney continuent à s'obstiner dans ce délire de pas mettre de chansons, de faire un petit peu comme la mode du moment, je pense que oui, ça va leur apporter un petit peu de box-office, ce sera bien, mais je pense pas que ce soit des films qui restent réellement comme beaucoup de leurs longs métrages d'animation et certains même en live action. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur Raya et le Dernier Dragon. Alors c'est vrai, je vous ai pas donné envie, je suis désolé, mais je vous dis mon ressenti, voilà. Et très franchement, c'est dommage, ça aurait pu être tellement mieux ce Raya, avec un meilleur développement sur le scénario. La réalisation, j'ai rien à dire, c'est quasi parfait, c'est très beau, on en prend plein la tête, mais pour moi, ça n'a pas suffi, c'est dommage. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!